L'histoire que je m'apprête à vous raconter pourrait être qualifiée de tragique, mais je lui préfère le terme de surréaliste. Elle est certes susceptible d'émouvoir, mais elle est aussi parsemée d'espoir et de leçons de vie. Pour en prendre la mesure, je vous invite à fermer les yeux et à remonter le temps. Vous êtes en ce 17 novembre 1760 dans le port de Bayonne en France. Il fait très froid. Les 142 hommes d'équipage, sous le commandement du capitaine Jean de Lafargue, lui-même assisté du lieutenant Barthélemy Castellan-du-Vernet, sont déjà à leur poste lorsque vous prenez place à bord du navire de la Compagnie des Indes, l'Utile, qui quitte la rade pour l'île de France dans l'océan Indien. Ce n'est que le 12 avril 1761, après une longue traversée, que vous arriverez à l'ancienne colonie française, aujourd'hui connue sous le nom de l'île Maurice. Elle abrite, dans le temps, 19 000 habitants, pour la plupart des esclaves travaillant dans les champs de canne. Une disette menace la population, comme vous pouvez vous-même le constater, par le manque de commodités sur le marché. Aussi, l'Utile est réquisitionné pour aller chercher des vivres à Madagascar. Au cours de la précédente traversée, vous avez compris que le capitaine de Lafargue allait bientôt prendre sa retraite et qui compte acheter des esclaves dans la Grande Île pour les revendre par la suite à l'île de France avec un profit considérable. Le gouverneur des Forges-Bouchers, connaissant le personnage, sans doute lui aussi. En conséquent, considérant qu'un afflux de bouches supplémentaires à nourrir serait contraire aux mesures salutaires pour faire face au manque sérieux de nourriture, il interdit formellement toute transaction d'esclaves au capitaine de Lafargue lorsqu'il quitte l'île de France pour Madagascar en juin afin d'assurer le projet de ravitaillement. C'est mal connaître ce sombre et cupide personnage qui, le 31 juillet 1761, embarque non seulement les vivres tant nécessaires pour l'île de France, mais aussi 148 captifs de la Grande Île. Il met ensuite le cap sur l'île Maurice en assurant que le cheptel humain est bien entassé dans la cale du bateau. Toutefois, pour éviter d'être récupéré par les Anglais, il va éviter les routes maritimes connues et va choisir de passer par Rodrigue et redescendre à l'île de France par la suite. Vous êtes à bord et vous craignez le pire parce que vous êtes témoin des interminables désaccords avec son second Castellan-du-Vernet et autour de la carte à utiliser et de la navigation de nuit. En effet, l'obstiné Lafargue persiste contre l'avis des membres d'équipage et de son second à naviguer de nuit. Ces derniers craignent, avec raison, des obstacles méconnus comme l'île aux sables, un petit lopin de terre sablonneux d'à peine 1 km² protégé par des récifs acérés. La nuit porte peut-être conseil, mais la lumière du soleil est sans pareil pour éviter les pièges de l'inconnu. Le 31 juillet 1761, l'imprévu meurtrier se concrétise lorsqu'un peu avant minuit, l'Utile heurte une barrière de corail. C'est la panique. Têtu comme une mule, Lafargue veut remettre les voiles, mais les efforts de l'équipage sont vains. Le bateau est astreint dans les griffes du récif corallien. Castellan-du-Vernet prend alors les choses en main et fait couper les mâts pour alléger l'embarcation afin d'éviter qu'elle ne se brise en morceaux. Prisonniers dans le ventre du bateau, plusieurs esclaves meurent noyés lorsque la cale est envahie par les eaux. Seule une soixantaine arrive à s'échapper lorsqu'enfin se brise la coque sous la pression des éléments. Ils se battent pour gagner le mouchoir de sable. L'un d'eux se heurte fatalement aux préjugés raciaux de l'époque lorsqu'il est accueilli à coups de pied par l'écrivain de bord Dubuisson de Kérodic alors qu'il tentait de s'agripper à un morceau de la planche de ce membre d'équipage. Il va être englouti dans les flots. Peu de temps après, et vous en êtes témoin,
qu'Hérodique cède le morceau de planche du salut à un matelot blanc. Vous vous en écœurez, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Bilan de ce sinistre, 18 disparus chez l'équipage et environ 90 chez les esclaves. La survie s'organise sur cet îlot désert. Trouver l'eau est la toute première priorité. Après quelques jours de fouilles, les survivants arrivent à trouver une source d'eau blanchâtre et saumâtre. Les vivres récupérés du bateau sont rationnés, la meilleure part revenant à l'équipage. Le camp des esclaves est séparé de celui des Blancs. Le capitaine Lafargue est perdu, il a perdu la tête. C'est Castellan Duvernay qui prend le relais et fait construire, avec ce qui reste de l'utile, un bateau pour qu'il puisse s'échapper de cette prison éloignée de tout et exposé aux éléments. Ce sont surtout les Noirs qui s'attellent à cette tâche, avec courage, avec détermination. Pourtant, le jour où l'embarcation est mise à l'eau pour rejoindre Madagascar, ils ne sont pas du contingent. La Providence, nom qui est donné au chaland, portera peut-être chance à seuls les Blancs. La raison étant que l'embarcation manque de place pour accommoder tout le monde, et le choix est vite fait. Ceux qui ont sué à la construction devront attendre une autre occasion, question de couleur de peau. La Providence se perd bientôt au-delà de l'horizon et regagne Madagascar quelques semaines plus tard. Les quelques dizaines d'esclaves sur l'île s'organisent. Défiant les interdits culturels, ils consomment les tortues de mer et leurs œufs qui sont abondants. Ils mangent aussi les oiseaux qui, eux aussi, sont abondants sur cette île. Ils construisent également des longères en dur avec des dalles de corail pour s'y loger, contrairement aux pratiques religieuses malgaches de l'époque qui réservent ce genre de matériaux durs pour les tombeaux seulement. Ils fabriquent des ustensiles de cuisine avec ce qui reste de l'épave pour cuire à manger. Tout cela est rendu possible grâce au feu qui les accompagnera jusqu'à la fin. Au fil des années, les Malgaches, une bonne partie des Malgaches va essayer sans succès de rejoindre la grande île par à deux. Quelques-uns décéderont sur l'île au sable. Après une quinzaine d'années, il n'en restera que 8. 7 femmes et un bébé de 8 mois, un petit garçon. Sans doute celui de ce matelot qui, quelques mois auparavant, aura essayé de les sauver, mais ne pouvant rejoindre son bateau par la suite, il s'est vu contraint à rester dans l'île. Il va plus tard partir sur un radeau avec quelques hommes et on n'entendra plus parler d'eux. Ces 8 rescapés sont sauvés par le chevalier de Tromelin le 29 novembre 1776. 15 ans après, aux commandes de la corvette Dauphine, retenez bien le nom, ils arriveront à l'Île-de-France le 15 décembre suivant et seront affranchis. Toutefois, ils déclinent l'offre de retourner à Madagascar, craignant d'être réduits à nouveau à la captivité par leurs propres concitoyens. Ils logeront chez l'intendant Jacques Maillard, qui les fera baptiser. La grand-mère du petit garçon prendra le nom de Dauphine, comme le bateau qui l'aura sauvé. Le garçon s'appellera Jacques Moïse, Jacques étant le nom de l'intendant et Moïse rappelant cette terre promise de l'Île-de-France, et la maman sera baptisée Ève. L'histoire a perdu la trace de ces survivants d'un autre temps et celle de leurs descendants. Toutefois,
Dans un de ses interviews, Max Guéroux, qui a travaillé récemment sur ce naufrage, dit avoir reçu un appel d'une Mauricienne vivant en France qui voulait savoir si un esclave pouvait porter le nom d'un bateau. Interpellé par cet appel, Guéroux voulait en savoir plus, mais la dame ne voulait pas aller plus loin. Quel dommage! Quoi qu'il en soit, le naufrage de l'Utile est un voyage dans le temps, une histoire de trahison, une histoire de discrimination, une histoire de cruauté, mais c'est aussi une histoire de résilience, de détermination et d'espoir. Merci. Merci d'avoir entrepris ce voyage avec moi. Il nous sera peut-être utile, n'est-ce pas? Au revoir Finlay et bon dimanche à tous.